Nous allons passer maintenant au Zimbabwe. La répression qui a suivi les violentes émeutes contre la hausse des prix du carburant ce mois-ci est pire que celle en cours sous le régime de l'ex-président Robert Mugabe, a déploré mardi le chef de l'opposition. Ça fait 14 mois que M. Mugabe a quitté la scène politique, mais ce que nous voyons en ce moment constitue un scandale qui fait ressembler Mugabe à un enfant en matière de terreur. Donc, a déclaré le président du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamisa. La nuit, les gens ne peuvent plus se jouir de leur liberté. Ils sont arrachés à leur lieu de détente et de divertissement, au restaurant, et tabassés, a-t-il ajouté. Il faut souligner que le régime d'Emmerson Mnangagwa a violemment riposté aux manifestations violentes qui ont accueilli sa décision le 12 janvier d'augmenter de plus de 150% les prix des carburants dans un pays épuisé par des décennies de crise. Alors, on risque, quand on en vient à préférer le régime Mugabe à celui de son successeur. C'est une triste ironie. Mugabe, c'est le père de l'indépendance du Zimbabwe. Il a arraché de haute lutte. Il a fait la prison. C'est quelqu'un qui a été torturé. Sa famille a été pratiquement brisée avec cela. Donc, je pense que par rapport à la construction du Zimbabwe, il a quelque chose d'affectif. Je ne dis pas que tout était parfait, mais je pense qu'il avait une optique et un idéal qui se situait en un Zimbabwe qui ne soit pas phagocyté gratuitement par des puissances. Et ce qui, d'ailleurs, c'est ce qu'il lui a voulu, quand il a voulu faire sa réforme agraire, c'est ce qu'il lui a voulu, toutes les répressions que l'on connaît. Et dans ces répressions-là, oui, il y a, comment dirais-je, la manipulation d'hommes politiques et de populations. On a eu ce que l'on sait, effectivement, lui aussi, il a eu quelques travers, on l'a renversé. Et maintenant, les gens oublient que il ne s'agissait pas forcément de changer l'homme, mais il s'agissait de dégripper la machine ou, si l'on veut, peut-être changer le système. Alors que, en fait, là, ce que l'on a, c'est que c'est vrai qu'on a enlevé Mugabe, mais on a toujours la ZANU-PF. Et la ZANU-PF, c'est un régime fort. C'est un régime, je pourrais même dire autocratique, avec de l'armée, avec de la répression et tout. Et actuellement, on a un président qui avait eu la naïveté de croire qu'il suffirait de dégager Mugabe, d'être un peu plus coulant et d'être beaucoup plus ouvert à certains investissements. Il se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, obligé de voyager, d'aller chez les Russes, d'aller en Occident. Et puis, chacun lui fixe ses conditions. Parce que l'Afrique, mettons, on la restructure afin de mieux la manger. Dans la manière dont sont votées un certain nombre de lois, dans la manière dont sont structurées les choses, c'est un continent qu'on repartage avec de nouveaux acteurs et avec beaucoup plus de violence parce que dans les autres continents, tout ne se passe pas bien. On a par exemple le cas de la France, le cas de l'Europe, l'Union européenne, problème économique, problème d'immigration, problème... Bon, le recours, c'est le continent où c'est riche, où il y a de la matière, où il y a des perspectives, où on sait que dans quelques années, il va avoir assez de consommateurs. Et bon, voilà, les terres arables y sont, on a toutes les ressources minières. Je donne l'exemple, par exemple, de la RDC. Je digresse un peu, mais je donne l'exemple de la RDC, où on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, on a eu des pays africains qui ont eu des problèmes. Pour Mugabe, le Zimbabwe, qui est quand même un pays important de la région, on n'a jamais eu autant de pays se mêler de l'élection d'un État. Donc, à un moment, au niveau des peuples, les citoyens sont obligés d'avoir une conscience politique, d'avoir des objectifs économiques, et ils sont obligés de comprendre que il faut sortir de l'idéalisme, dans le sens où il ne s'agit pas de changer un homme, mais il s'agit de mettre en place un système que l'on s'approprie et qui gère correctement l'État. Francisco, est-ce que c'est parce que cette répression, parce qu'on a déjà même vu au lendemain de la présidentielle, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées, il y a eu des morts. Aujourd'hui, c'est une hausse de prix du carburant, manifestation, répression, mort. C'est la méthode Mnangagwa, il est fidèle à son surnom, le crocodile?
Comme Maurice l'a dit, rien n'a changé au Zimbabwe. C'est juste comment Mugabe qui est parti et puis sa femme, la jeunette femme, grâce qu'on a pu enlever. Mais tout l'ancien système est resté sur place. Et malheureusement, ils ont hérité d'une situation économique très catastrophique qui a été créée par eux-mêmes. Parce que, en fait, il est vrai que les Noirs n'avaient pas de terre, mais les Blancs qui avaient la terre mettaient en valeur ces terres et qui rapportaient, ne serait-ce que même les maigres salaires qu'on les payait, ça permettait aux gens de vivre. Mais maintenant, quand on a tout enlevé, on dit on a pu partager aux Noirs, est-ce qu'ils ont été capables, n'est-ce pas, de mettre en valeur ces terres, de produire? Et aujourd'hui, quand nous prenons nos pays même qui investissent des milliards dans l'agriculture, est-ce que prendre quelqu'un individuellement, un Africain qui fait du champ, si ce n'est pas qu'il est peut-être au pouvoir et qu'il peut avoir des métayers comme il veut, il peut avoir le carburant, tout, même jusqu'à mettre une piscine dans son champ. Et si notre agriculture ici est rentable, un individu qui cultive dans sa communauté, et les voleurs même mangent plus que lui. Donc, et quand nous allons prendre au Zimbabwe où il y a beaucoup de pauvres, et je ne pense pas que l'agriculture peut fonctionner comme ce qui se passait, ou même la reine d'Angleterre avait de grandes surfaces où il cultivait pour l'exportation, financées même par l'Union européenne, parce qu'en matière d'agriculture, ils avaient de grosses subventions, et voilà. Donc, aujourd'hui, le Zimbabwe n'a plus, économiquement, en temps même, il y avait eu le manque de devises qui ne pouvaient pas favoriser les importations, les échanges commerciaux. Ça, là, c'est des problèmes. Mais là, augmenter le carburant à 150%, on l'avait tenté ici même à combien? Et environ 15%. Ça avait provoqué un bus de soutien est parti, même on avait enregistré des morts. Au fait, c'est des secteurs sensibles. Le carburant, c'est stratégique. Et les gens pensent que, en fait, c'est les seuls créneaux qu'ils maîtrisent en termes d'entrée et de sortie, et que c'est là-bas, c'est toujours là-bas qu'il faut augmenter pour récupérer les manques et à gagner. Il y a d'autres, il faut élargir l'assiette fiscale, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, ils sont là, faire une augmentation de 150%, ça a des répercussions sur toute l'économie. Même ça va aller encore au ralentissement de l'économie parce que les transports ça va augmenter. Le prix des denrées alimentaires. Mais quand on nous a appris à l'école, le prix de revient égale à prix d'achat, plus transport, plus les charges, et puis à cela, il faut ajouter la marge pour pouvoir faire le prix de vente. Donc, quand le transport est cher, bien évidemment, les marchandises, tout ça là. Donc, en fait, les gens ne protestent pas seulement parce qu'on a augmenté le prix du carburant, parce qu'ils ont vu toute la chaîne qui va suivre. Et c'est ça, pour des régimes qui veulent durer au pouvoir. C'est la répression qui est leur, disons, voilà, qui est le seul moyen, au lieu de chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour générer suffisamment de revenus, de ressources pour l'État. Voilà. Dans le cas de Zimbabwe, Horace l'a rappelé, c'est le même système qui continue. On a juste enlevé la tête et on a mis quelqu'un qui n'était pas si loin de la tête qu'on a mis à la place. Maintenant, il n'y a plus rien de nouveau à expérimenter pour relever l'économie zimbabwéenne. Non, je crois que l'engouement pour le fauteuil présidentiel n'a pas laissé place à des réflexions assez mûries parce que le Zimbabwe sortait de 2 décennies de crise. 2 décennies de crise, donc c'est que l'actuel président zimbabwéen devait faire le bilan et savoir relancer les choses. Mais aller jusqu'à une augmentation de plus de 150% du prix du carburant, donc je crois qu'il a vraiment exagéré. C'est ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Et c'est vrai, la gouvernance de M. Mugabe aussi n'a pas été des plus roses. Mais aujourd'hui, les populations zimbabwéennes se rendent à l'évidence que certes, ils auraient souhaité
dans le cas d'espèce, donc ils auraient souhaité avoir un Robert Mugabe qui lutte contre les fluctuations des cours à l'international pour ne pas être assommé de cette façon. Vous savez, c'est lorsque vous avez perdu la confiance d'une copine que vous vous rendez compte que cette copine a une place dans votre cœur. Donc aujourd'hui... Pourquoi vous donnez l'exemple de la copine? C'est un exemple assez banal. Donc c'est dire que, comme Maurice l'a dit, c'est maintenant qu'ils ont perdu, ou bien mais maintenant qu'ils sont en train d'expérimenter la gouvernance de l'actuel président, donc ils se rendent compte que, en fait, M. Mugabe n'était pas si mauvais que ça, que c'était même préférable. Donc s'il pouvait retourner à l'ère de Mugabe, donc ça aurait été assez préférable parce que le président qui est venu, vous savez, lorsque... C'est vrai, le système politique n'a pas changé. Oui. Le système lui-même, il est un produit du système politique. Et le système politique ne se définit pas aujourd'hui uniquement par rapport à la personne du président qui occupe le fauteuil. Donc c'est tout un système et le président même est pris en otage parce qu'il ne peut pas, il n'a pas aujourd'hui les coudées franches, il n'a pas les mains libres pour diriger. Donc s'il ne fait pas avec tout le système, un système qui est qualifié même de corrompu, parce qu'un système qui ne fait pas la lutte contre la corruption, un système qui est gangréné par la corruption. Donc vous voulez que le président puisse faire des exploits, donc ça sera difficile à ce président de faire des exploits, mais lui aussi, il doit prendre la conscience, prendre la mesure de la chose, j'allais dire, prendre la mesure de la chose, parce qu'il ne faudrait pas asphyxier les populations, le peuple zimbabwéen, pour essayer de plaire du côté de l'international. Est-ce que, puisqu'on a suivi au cours de la semaine passée le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui avait plaidé pour la levée des sanctions qui pèsent contre le Zimbabwe, il y a aussi ça qui joue sur l'économie zimbabwéenne. Les sanctions jouent sur l'économie zimbabwéenne. Mais au-delà de tout, les sanctions, au-delà d'être économiques, elles sont politiques. Oui. Il s'agit de mettre à genoux un pays. On l'a vu avec Cuba, on l'a vu avec le Venezuela, je pense qu'on le voit un peu avec le Nicaragua maintenant actuellement. Bref, il s'agit de mettre à genoux un pays. Et il est d'autant plus facile de mettre à genoux un pays, de ce pays-là, parce que on est dans un système, mais dans un système dont on ne maîtrise pas les ressorts. Je vais donner un exemple simple, par exemple tout ce qui est chiffres qui permettent de qualifier un tant soit peu les économies et de classifier les pays par ordre de progression, de croissance et tout ça. Les économistes eux-mêmes ne s'entendent pas sur la signification concrète de ces chiffres. Ils ne s'entendent pas. Il y a des gros débats. Ce que je trouve paradoxal, c'est que on a parfois, même parfois nous en tant qu'Africains, on intègre le fait que avant l'apport de l'Occident, il n'y avait pas de système économique en place. Alors que nous avions des empires, nous avions des États. Donc nous avions, très florissant. Voilà, donc nous avions une manière de concevoir l'économie et par-delà la fiscalité. Parce que si l'empire doit être géré, s'il faut, comment dirais-je, faire un certain nombre de choses, il faut que le roi et ses sujets puissent organiser la population de façon à ce qu'elle puisse avancer, se protéger, qu'ils puissent avoir une certaine paix sociale. Et dans le développement moderne de nos États, nous n'avons pas essayé de faire mûrir ces paradigmes. On ne peut pas retourner actuellement comment cela se faisait avant, mais on n'a pas pensé la modernisation de cela. Pour moi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle, quand on allait à l'époque dans les terrains africains, dans les territoires africains, il y a une raison pour laquelle on ne vendait pas la terre, par exemple. Je trouve, par exemple, aberrant qu'on s'évertue à faire des cultures de rente avec quelqu'un qui nous donne les semences, qui nous donne les engrais, qui participent à l'intoxication de nos territoires, alors que nous n'avons même pas les ressorts de correctement vérifier ce qui se fait, qui contrôle les exportations, les importations, le coût de ce qui va être acheté, alors que nous n'avons même pas à produire des céréales qui nous nourrissaient, comme le fonio, comme l'igname. On n'arrive même pas à faire des échanges entre États. Et ça fait que, au final, je donne un exemple, je me rappelle, c'est en 94-93. Il y a eu un problème en Côte d'Ivoire, les gens sont sortis manifester. Pourquoi ?
parce que le prix de la baguette avait augmenté. Et les gens ont oublié que le prix de la baguette, il a augmenté parce que le blé a augmenté. Or, on ne cultive pas de blé en Afrique. Donc, par exemple, pour le cas du Zimbabwe, la grosse question, c'est que, alors, vous avez des terres, vous avez des fermiers blancs, vous avez une population qui manque d'expertise. Il y a produire pour l'extérieur, en sachant que l'extérieur conditionne tout et peut faire le blocus. Et puis, il y a cette question qui concerne nourrir sa population pour qu'elle puisse s'assumer. Et voilà des paradoxes. Le cas, par exemple, du Somaliland, qui n'est pas reconnu internationalement, mais qui arrive à s'assumer. Donc, à un moment, je pense qu'en tant qu'Africain, en tant que, disons, tous les experts, alors, je sais qu'il y a une expertise acquise chez l'occidental, mais je pense que chaque intellectuel africain, à un moment, a un devoir de recherche encore plus grand. C'est-à-dire aller replonger dans les paradigmes pour voir ce qui peut être modernisé, afin de sortir d'un giron qu'on ne contrôle pas. Il n'y a pas d'Africain au FMI, ou au Bilderberg. Voilà. On va marquer la pause et on revient tout de suite après sur le Togo.